Je vous propose qu'on démarre. Donc, on a 1h15 ensemble. L'idée de ce webinaire, c'est du coup de pouvoir vous présenter toutes les modalités de financement possibles qui existent aujourd'hui pour financer les projets de transition écologique et sociale des crèches, relais et centres de loisirs. Donc, nous sommes 4 personnes aujourd'hui pour animer ce webinaire. Je propose de faire un rapide tour de table pour que chacune puisse se présenter. Je peux commencer. Je suis Alison Maria, je suis responsable territoriale chez La Belle Vie. J'accompagne les structures, collectivités, organisations qui souhaitent monter des projets de transition écologique et sociale. Et je passe la parole à ma collègue Julie. Bonjour à tous et toutes, enchantée, Julie Azémar, et je suis aussi responsable territoriale. Aujourd'hui, mon rôle sera vraiment de vous parler de l'ensemble des financements qui existent, en tout cas qu'on a identifiés pour accompagner la mise en place de projets de transition écologique et sociale. Et juste, je précise, Alison, que dans le partage, on ne voit pas en grand. Voilà, si jamais tu arrives à régler le souci, on voit aussi les notes et la diapo d'après. Ah, super. C'est parce que j'ai un double écran. C'est pour ça, je vais faire Ça un petit marche. changement. Et je passe la parole à Bénédicte. Oui, bonjour à tous. Donc, Bénédicte Larzinski, moi je suis conseillère emploi-formation à Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale et j'accompagne les structures de la petite enfance et des structures de l'animation pour tout ce qui est financement de la formation. Donc, je vous parlerai des financements en OPCO. Et peut-être on passe la parole à Blandine. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Blandine Rémy, je suis chargée de conseil et de développement pour la Caisse d'allocation familiale de la Charente. Et ma mission, c'est d'accompagner l'ensemble des partenaires d'un territoire donné qui est donc l'agglomération du Grand Cognac sur l'ensemble des champs de compétences de la Caisse d'allocation familiale. Et j'aurai le plaisir du coup de vous éclairer un petit peu là aussi sur un certain nombre de leviers financiers qui existent aujourd'hui au sein des CAF pour accompagner vos projets. Voilà. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui, très bien. Super, parfait. Alors, je vous propose le déroulé suivant. On va commencer par vous faire une petite introduction et présentation de La Belle Vie et de pourquoi en fait on organise ce webinaire. Ensuite, Julie vous présentera tous les financements existants. Donc, on va décrypter notamment les dispositifs CAF et on va en profiter de la présence de Blandine pour voilà, parler d'un cas concret. Et ensuite, on va passer au décryptage des dispositifs OPCO avec notamment le témoignage de Bénédicte qui nous éclairera aussi sur certains dispositifs. On vous présentera aussi un panel d'autres dispositifs de financement qu'on a pu voir ou sur lesquels on a pu orienter des structures, des collectivités ou des organisations. Donc voilà, pour vous ayez vraiment une vue très exhaustive. Et enfin, on passera un temps de questions-réponses. Donc, sachant que pour les questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On pourra également soit y répondre par écrit, soit en fait l'idée c'est que ce soit aussi un petit peu interactif. Donc, qu'on puisse aussi prendre vos questions à la volée et y répondre pendant la présentation. Donc, je me permets de vous faire une petite introduction. Donc, moi, je suis responsable territoriale. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner en fait dans le montage de projets. Donc, par exemple, si vous avez un projet de labellisation écolo-crèche ou éco-accueil, l'idée, c'est vraiment de définir ensemble ce dont vous avez besoin, sur quelle thématique on va partir, qui on veut former, etc. Et c'est aussi vous accompagner sur les modalités financières et en fait, et les dispositifs sur lesquels vous allez pouvoir demander des subventions ou en tout cas faire financer la démarche. Et c'est aussi pour ça qu'on organise donc ce webinaire. Euh, je remets aussi un peu de contexte. Aujourd'hui, on parle donc de ce qu'on propose chez La Belle Vie, c'est une démarche de qualité environnementale et c'est une démarche en fait pour remettre un peu dans le contexte euh, qui finalement a un certain nombre d'enjeux auxquels aujourd'hui soit les collectivités, soit les associations, soit certaines entreprises sont confrontées. Donc à la fois l'idée c'est de vous aider à réduire les impacts environnementaux des lieux d'accueil et de suivre aussi une progression. C'est pour
ça qu'on parle de démarche qualité, hein. C'est pas juste sur une action, c'est vraiment une vraie démarche globale. C'est aussi pouvoir fédérer les équipes autour d'un projet commun. L'idée, c'est d'avancer ensemble, en fait, et vraiment pouvoir proposer un projet fil rouge qui va permettre de motiver, dynamiser les équipes et donc de travailler sur la qualité de vie au travail. C'est tout un ensemble d'actions aussi pour travailler sur la santé environnementale. Et donc là, on va vraiment parler de la réduction des polluants, des toxiques, des perturbateurs endocriniens. Quelles alternatives, en fait, vont pouvoir être mises en place pour vraiment agir sur la santé des individus, que ce soit les enfants ou les professionnels et agents qui travaillent dans les lieux d'accueil du public. Et enfin, c'est aussi vous montrer qu'une démarche de qualité environnementale, c'est une démarche de sobriété et qui peut générer des économies. Et le dernier point aussi qu'on défend chez La Belle Vie, c'est renforcer le lien en fait avec la nature des enfants, mais aussi des adultes, et végétaliser un maximum les espaces d'accueil du jeune enfant ou les espaces d'accueil de loisirs. Je passe rapidement dessus, mais juste pour vous expliquer qui on est, hein, chez La Belle Vie. Donc, on est une association, ça fait à peu près 15 ans en fait qu'on accompagne les structures petite enfance et enfance dans la transition écologique et sociale. On est aujourd'hui le premier et le seul label qui défend cette qualité environnementale et sociale dans l'enfance et la petite enfance. On a été fondé il y a un peu plus de 15 ans par notre présidente qui s'appelle Claire Groslo, qui est écotoxicologue et microbiologiste. Et en fait, elle a commencé à s'intéresser à ces sujets quand elle a placé ses enfants en accueil collectif. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, bon, bah là, il y a des réflexions à mener, il y a des choses à faire pour changer certains aspects. Et donc, c'est comme ça qu'elle a monté des ateliers, tout simplement avec les pros des crèches dans lesquelles étaient accueillis ses enfants, en les faisant travailler sur les produits, sur l'accès à la nature, sur l'alimentation. Et en fait, en les faisant travailler comme ça, c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de créer l'association et de créer une démarche en fait qui permette vraiment de transformer en profondeur les pratiques de ces établissements. Donc, on estime qu'on a accompagné déjà plus de 3000 établissements depuis près de 15 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une valorisation en fait de cette démarche par 3 labels qu'on a créés, hein. Donc, le label Écolo Crèche pour les crèches, le label Éco-accueil Petite Enfance Relais pour les relais Petite Enfance et le label Éco-accueil Loisirs pour les accueils de loisirs. Il faut savoir que voilà, depuis le temps, on a plusieurs partenaires qui nous soutiennent ou avec qui on a certains projets, donc que ce soit la CNAF, le ministère de la Santé, l'ADEME, hein. On a été lauréat d'un contrat impact il y a maintenant 3 ans. On est aussi partenaire de la FFEC, du Muséum d'histoire naturelle, où on a des projets justement, un projet expérience de nature pour vraiment montrer les bienfaits du lien entre l'enfant et la nature. Euh, voilà, les pros de la petite enfance avec qui on organise depuis 3 ans des événements qui s'appellent les rencontres écologie et petite enfance. On vous en parlera un petit peu à la fin de la présentation. La prochaine rencontre est le 5 juin à Bobigny. Donc, si vous êtes disponible et dans le coin, on vous invite à y aller. Il y aura des tables rondes et des thématiques environnementales qui seront abordées. Donc voilà, on a un certain nombre de partenaires qui nous nourrissent aussi, hein, puisque certains de ces partenaires font partie de nos comités stratégiques, donc nous aide aussi à influencer voilà, certains éléments, donc par exemple la charte d'accueil du jeune enfant, le référentiel qualité, etc., où on essaye vraiment d'aider à travailler dans le sens d'une qualité environnementale de ces établissements. Et je terminerai juste pour vous dire, en fait, chez La Belle Vie, on a aussi à cœur de prouver que ce qu'on met en place fonctionne. Et donc, on essaye de mesurer, en fait, les impacts concrets qu'on constate aujourd'hui. Donc, on a mené un certain nombre d'études et puis tous les ans, on mène une étude auprès des structures qu'on accompagne. Et donc, on mesure des impacts sur la réduction des consommations d'eau et d'électricité à moins 25% en moyenne. On mesure des impacts aussi au niveau des absences du personnel. Au bout de 2 ans d'accompagnement, on note en moyenne 34% d'absence en moins. Donc ça, c'est assez multifactoriel, mais c'est dû aussi au fait que quand on propose une démarche qui valorise les pros, qui leur donne du sens, qui les fédère, bon, bah, forcément, ça a un vrai impact sur leur bien-être au travail. Et puis les impacts aussi sur la santé. Aujourd'hui, près de 80% des crèches qu'on accompagne, c'est 100% de produits éco-responsables qui sont utilisés dans les locaux. Donc là aussi, il y a des vrais impacts sur l'environnement, mais bien sûr sur la santé des enfants et des pros.
Et puis aussi sur, voilà, comme je disais tout à l'heure, des économies, hein. Nous, on essaye de faire vraiment rimer écologie avec économie. Et l'idée, c'est d'aller toujours vers quelque chose une démarche de sobriété et pas du tout encourager à acheter plus. C'est pas du tout la manière dont on conçoit notre accompagnement. Et enfin, aussi pouvoir avancer que 84% des professionnels qui sont engagés dans la démarche écolo-crèche, elles pensent avoir un effet positif sur la santé des enfants. Et ça, c'est super important puisque c'est essentiel quand on déploie ce type de démarche de pouvoir se rendre compte que les professionnels y croient, elles sont embarquées et on le co-construit avec elles, surtout, voilà, très, très important. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole à ma collègue Julie qui va prendre une vingtaine de minutes pour décrypter les financements existants. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser des questions dans le chat. On va essayer d'y répondre. Julie, je te laisse la parole. Merci Alison et rebonjour à tous et toutes. Donc là, voilà, aujourd'hui, je vais vraiment décrypter, en tout cas, ce sera l'analyse de la belle vie en lien avec des financements existants dont on a eu connaissance liés à la transition écologique et sociale, à la petite enfance ou l'enfance. La majorité des financements que je vais vous présenter sont déjà applicables hein, sous certaines conditions. Et quand ils ne sont pas applicables, je vous le mentionnerai, ils le seront peut-être très bientôt. Je tiens quand même à préciser que pour pouvoir avoir un fonds, bien sûr, il faut que vous puissiez solliciter l'acteur et c'est à la discrétion de l'acteur financeur d'accorder ou pas une subvention. Donc, pour vérifier votre éligibilité, on vous invite vraiment à contacter l'acteur concerné. Je suis aussi consciente qu'on va vous partager de nombreuses informations, des chiffres, beaucoup d'éléments. Vous aurez les replays et on va aussi vous envoyer un récapitulatif sous la fiche d'une fiche financement avec de nombreux liens qui seront transmis. On vous l'envoie d'ici une dizaine de jours à peu près pour que vous puissiez justement vous y référer et y avoir accès. Donc voilà, vous aurez accès à tous les éléments bien détaillés pour pouvoir y revenir. Et je propose qu'on passe à la slide suivante. Donc là, c'est un petit peu le sommaire finalement de tous les partenaires et financeurs existants dont je vais vous parler avec plus ou moins de détails. Pour la suite, on a tenté de vous montrer lesquels pouvaient éventuellement vous accompagner si vous avez besoin, un projet de créer une structure, hein, une crèche, un centre de loisirs, un relais petite enfance, une MAM, ou bien d'avoir plus 10% de place, hein, ça rentre dans cette pastille rose. On va aussi vous montrer lesquels peuvent vous aider à rénover une structure, faire des travaux, végétaliser, isoler, gagner en énergie. Ce sera les pastilles bleues et puis lesquels peuvent vous aider sur le fonctionnement, plutôt avec des formations, journées pédagogiques, conseils, démarches qualité. Et donc là, dans ce tableau, vous retrouvez tous les organismes dont on va parler. Donc, je ne vais pas forcément rentrer en détail sur ce tableau, mais vous les voyez là. On va d'abord parler de la CAF et des OPCO avec nos invités Blandine et Bénédicte. Et puis après, on abordera les autres acteurs et vous aurez bien sûr aussi de nouveau accès à ce tableau dans la fiche financement. Et donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par le décryptage des financements CAF. Et notamment, on va commencer par la notion d'investissement, avec notamment le plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, donc le PIAGE, qui s'adresse aux EAJE, aux RPE, aux MAM. On va aussi parler du fonds de modernisation des établissements qui s'adresse aux EAJE. On abordera aussi les aides à l'investissement pour les structures jeunesse, hein, donc c'est-à-dire les centres de loisirs. On parlera des fonds publics et territoires, qui sont des fonds qui aident plutôt pour le fonctionnement, et du soutien aux journées pédagogiques. Et puis ensuite, on aura Blandine Rémy qui complétera et qui nous parlera du territoire, notamment de la Charente et des expérimentations qu'ils ont mises en place. Et donc, pour les aides à l'investissement, notamment pour les structures petite enfance, donc on parle des EAJE, hein, de prestations de services uniques ou PAGE, et des MAM, on a notamment le PIAGE, le plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, qui est
qui est actif, en cours et qui est valable notamment pour la création, l'ouverture d'une structure ou bien une extension avec plus 10% de places qui vont être créées. Pour ce piège, il y a différents niveaux de financement. Il y a d'abord un socle de base qui va vous aider dans votre investissement, auquel peut s'ajouter une majoration gros œuvre si votre projet contient minimum 30% de gros œuvres, et ensuite auquel va pouvoir s'ajouter éventuellement une majoration développement durable si votre projet contient 30% de gros œuvres et s'il répond à un label ou certificat de la liste fournie par la CNAF dont la belle vie fait partie. Donc ces socles vraiment s'additionnent et sont des socles par place. Alors, c'est des plafonds, hein, c'est des financements jusqu'à, ça va dépendre des dépenses que vous aurez, notamment en lien avec la transition écologique pour la majoration de développement durable. C'est aussi sous condition et les subventions sont plafonnées à un cofinancement que vous voyez apparaître. Ce que je peux aussi préciser, c'est que pour les financements CAF, si l'établissement ne permet pas l'accueil d'enfants en situation de handicap, vous ne pourrez pas bénéficier de financement et que le financement ne fonctionne pas pour les MAM et MJC PAS qui sont accolés. Voilà, et puis après, vous trouverez plus d'informations dans les différentes circulaires et bien sûr, on vous invite à contacter votre CAF. Ensuite, si on passe à la suite du piège, ce serait pour les relais petite enfance. Du coup, hein, c'est le même plan de financement, mais pour les relais. Là, ce plan, il peut à la fois aider la création aussi de relais, hein, la construction, l'aménagement d'un relais, hein, d'un local existant finalement pour le transformer en relais petite enfance, ou bien la transplantation d'un relais sur un autre site avec une augmentation finalement du nombre de TP d'animateurs. Ce dont je vous parle là, ça peut vraiment concerner des relais petite enfance qui peuvent être fixes ou itinérants. Vous voyez ici les plafonnements. Alors là, on n'est plus à un plafonnement par place, mais finalement par projet. Et le plafonnement peut être majoré, hein, ce n'est pas une addition, c'est une majoration si votre projet contient minimum 30% de vos œuvres et labellisé ou certifié au titre du développement durable, toujours avec la même liste d'acteurs fournis par la CNAF dont nous faisons partie. Ensuite, donc là, on a abordé la création de crèches et de MAM et de RPE. On va passer à la création de centres de loisirs. Donc, en ce qui concerne la création de centres de loisirs, l'aide, ce n'est plus le piège, c'est l'aide à l'investissement pour les structures jeunesse qui va pouvoir s'appliquer à la fois pour des dépenses de création de structures, d'extension, de rénovation. Il y a même la mention pour de l'équipement, si vous voulez faire de l'acquisition de matériel. Là, elle s'adresse aux accueils périscolaires, aux accueils extrascolaires et aux accueils d'adolescents. Pour être éligible, bien sûr, il faut que la structure respecte les critères d'éligibilité à la prestation de services. Et puis, je vous invite aussi à consulter la circulaire et contacter votre CAF. Et puis, on voit ici que les projets peuvent être majorés. Donc, c'est la dernière colonne si notamment il y a un minimum de grosses œuvres et une labellisation ou certification au titre du développement durable, toujours la même liste fournie par la CNAF. Là, par contre, on a une subvention qui va être plafonnée en cofinancement à 60%. Il y a aussi un plafond des dépenses fixé à 2 500 € au mètre carré. Je pense que je vous ai à peu près tout dit aussi sur ce fonds. Et là, on a création et rénovation qui s'appliquent. Et Julie, oui, je reprécise, enfin, tu l'as dit, mais en effet, il y a une liste de labels en fait qui permettent cette majoration au développement durable. Donc, il n'y a pas que le label Écolo Crèche ou Éco Accueil, hein, il y a d'autres pléthores de labels dont on fait partie, mais l'idée, c'est que vous pouvez aussi utiliser un autre label si vous avez envie d'obtenir ces majorations et que vous avez un autre projet que celui d'une labellisation Écolo Crèche ou Éco Accueil. Et ça, voilà, on vous partage aussi, bien sûr, la liste de tous les labels.
te laisse la main, Julie. Merci. Alors, donc là, on a vu les différents fonds qui existaient pour la création de structures et notamment la rénovation aussi pour les centres de loisirs. Il existe aussi un fonds de modernisation des établissements, donc là qui permet finalement d'accompagner les EAJE, prestations de services uniques, PAGE, MAM, à la rénovation, notamment à la rénovation d'équipements, à la modernisation aussi. Alors ça peut être par exemple moderniser des bâtiments pour avoir une alimentation plus saine, ça peut être favoriser l'accès à la nature, aux extérieurs, faire évoluer le change aussi dans la structure, améliorer la performance énergétique de votre structure, l'isolation par exemple. Donc voilà, tous les travaux de ce type-là. Et là, il y a un socle de base, donc c'est un socle par place, hein, c'est indiqué. Et ce socle, il peut être majoré s'il y a dans votre projet un minimum aussi de 30% de gros œuvres et une obtention d'un label ou certificat, toujours de cette liste qui existe et sous condition. Donc là, on vous invite aussi à contacter la CAF. Pour ce qui concerne le fonds de modernisation, le cofinancement et le taux de prise en charge s'affichent ici et donc est variable selon les typologies de structures. Donc là, on a vu les aides liées à la création et la rénovation. Et je vous propose qu'on... Ouais, Alissa. Il y a une remarque dans le chat de Claire Goujon qui dit que les frais en lien avec Egalim sont aussi concernés. Donc c'est le cas, hein. Moi, j'ai déjà eu des collectivités aussi qui sollicitaient ce fonds pour de la mise en conformité Egalim ou par exemple pour de la rénovation de jardins, débétonisation de cours, etc. Donc ça fait partie des exemples, oui, sur lesquels on peut demander en effet un accompagnement via ce fonds. Ouais, tout à fait, merci. Il y a juste un élément à distinguer, parce que là, on passe de la création à la rénovation au fonds public et territoire. Pour la création et la rénovation, on parle bien d'investissement. Pour les fonds publics et territoires, on parle bien de fonctionnement. Donc, lorsqu'il s'agira plutôt d'achat de matériel qui ne concerne pas de l'investissement, normalement, il me semble que ça fait partie des fonds publics et territoires. Blandine Rémy, qu'est-ce qu'il en est quand on fait de la modernisation justement liée à Egalim? Est-ce que ça rentre Non, dans... je confirme en effet, ça fait partie des équipements ou en tout cas des investissements qui sont ciblés dans le cadre du fonds de modernisation, c'est-à-dire une mise en conformité avec la loi Egalim et avec d'autres préconisations, notamment les préconisations bâtimentaires, la réglementation bâtimentaire de la PMI. Donc ça, ce sont effectivement du coup des investissements qui peuvent rentrer dans l'accompagnement du cadre du FME. Mais tu l'as déjà dit, oui, je vous invite vraiment à rentrer en contact avec vos conseillers territoriaux de territoire parce que peut-être qu'on est aussi sur des investissements plus globaux et voilà, on peut aussi du coup solliciter plusieurs fonds dans le cadre du coup d'une rénovation notamment. On peut toucher à plusieurs fonds différents et voilà, ça mérite d'être accompagné et éclairé par votre conseiller de territoire. Mais oui, je le confirme pour la loi Egalim. Merci beaucoup. Et Blandine, est-ce que quand il n'y a pas du coup de gros investissements ou autre et que ça concerne des petits achats ponctuels, est-ce que là, le fonds public et territoire peut être sollicité ou pas en lien Je, avec Egalim? alors, je le confirme. Ça dépend peut-être effectivement du niveau d'investissement. C'est-à-dire qu'on a un plafond, notamment, alors un plafond bas, plutôt un plancher du coup, en l'occurrence, à partir duquel on peut solliciter ou pas du coup le fonds public et territoire. Donc, ça mérite d'être regardé au cas par cas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et donc, bon, on a une transition parfaite pour les fonds publics et territoires. Sur la slide suivante, voilà, qui sont plutôt des fonds de fonctionnement d'achat de matériel. Et vous le voyez, hein, le plafond minimum annuel, c'est 1 500 euros. Donc, en effet, pour tout projet, pour ces fonds-là et pour tous les autres fonds, on vous invitera à contacter votre CAF. Donc là, les fonds publics et territoires s'adressent aux structures de prestation de services uniques, aux MAM, aux relais petite enfance, aux centres de loisirs. Le plafonnement de subvention peut aller jusqu'à 80%. Il y a, avec la nouvelle convention d'objectifs et de gestion, mais je pense que Blandine en parlera bien mieux que moi, mais des axes prioritaires comme le renforcement de la qualité d'accueil des enfants, l'accompagnement de solutions émergentes, dont la transition écologique, l'élargissement aux 12-17 ans, notamment pour les centres de loisirs,
Donc, il y a vraiment 3 axes clés qui sont ciblés, dans lesquels voilà, la transition écologique et l'amélioration de la qualité d'accueil rentrent vraiment dans ces champs-là. Et quand on parle de fonds publics et territoires, on parle de fonctionnement et d'engagement d'un processus d'amélioration, hein, c'est mentionné. Et ce sont des fonds à gestion locale. Donc, ces fonds-là répondent vraiment aussi aux orientations de chacune des CAF au niveau départemental. Voilà, contrairement aux autres fonds qu'on a vus avant, qui étaient plutôt des fonds nationaux, mais dont vous devez quand même contacter votre CAF départementale pour les activer. Et Julie, par exemple, je précise juste aussi, quand on monte des projets de labellisation écolo-crèche ou éco-accueil avec des collectivités ou des organismes, c'est sur ce fonds-là, généralement, que se font les demandes de financement. Donc, on va être sur une démarche qualité sur du long terme et donc avec de la formation, des outillages, du conseil, voilà, plein d'éléments qui font partie justement de cet accompagnement en fonctionnement. Donc voilà, ce sont via ce fonds que nous montons des projets de labellisation, en tout cas des projets, des montages financiers avec une prise en charge sur les projets de labellisation, donc long terme. Si je peux rajouter un mot Mm. là-dessus pour compléter, absolument. D'autant que ces fonds-là, je donnerai un peu de détails tout à l'heure, mais nous permettent aussi ou permettent d'accompagner des partenaires de façon pluriannuelle. C'est possible dans le cadre du coup du FPT. Et en l'occurrence, quand on est sur des plans de formation comme ceux proposés par la Belle Vie, en effet, c'est ces fonds-là qui sont le plus adaptés. Je vous propose qu'on passe à la dernière aide CAF qu'on va aborder, qui sont les journées pédagogiques, notamment dans la dernière convention d'objectifs et de gestion est ressortie une nouvelle aide qui permet le financement jusqu'à 3 journées pédagogiques par an et par établissement pour les structures de prestation de services uniques. Et donc, en fait, il s'agit de compensation de l'intégralité des pertes de recettes liées à la fermeture au public durant cette journée-là. Et il s'agit d'un forfait équivalent à 10 heures par place et par jour. Vous retrouverez tout le détail dans la circulaire et notamment, il est possible en fait d'utiliser ces journées pédagogiques, par exemple, pour sensibiliser vos équipes à la transition écologique et sociale. Notamment, ça peut être le cas aussi via la démarche qualité que nous proposons. Et donc, pour compléter, fournir le témoignage de l'application, je donne la parole à Blandine Rémy. Merci beaucoup, Julie. Si vous le voulez bien, je rajoute juste 2-3 mots pour compléter la présentation déjà bien complète qui a été faite. Et puis, je vous donnerai effectivement, en tout cas, j'essaierai de mettre en lumière du coup le projet que j'ai pu accompagner sur les territoires de Grand Cognac pour vous montrer comment on a pu solliciter différents fonds justement sur l'accompagnement d'un projet global. Et puis, je donnerai juste un tout petit mot sur une actualité plutôt au niveau national, donc de la Caisse nationale, voilà, sur la question de la transition écologique. Très rapidement, juste pour redire ce qui vous a été précisé tout à l'heure, oui, la convention d'objectifs et de gestion qui nous lie avec l'État, qui lie la branche famille avec l'État, a réaffirmé de façon très importante à la fois la question du coup de l'action sur les inégalités territoriales et les inégalités sociales de façon générale, la qualité de l'accueil et la transition écologique. Et finalement, on retrouve au travers de l'ensemble de nos textes qui arrivent depuis la signature de 2023, beaucoup de liens entre les deux. C'est-à-dire combien, pour nous, la question de la transition écologique et de l'accompagnement de la transition écologique fait le lien, bien sûr, avec la qualité de l'accueil qu'on recherche, du coup, dans les structures d'accueil, quelles qu'elles soient, beaucoup en matière de petite enfance, c'est vrai, mais pas que. Simplement vous redire que c'est un fonds national donc qui est complémentaire. Les fonds publics et territoires, ils sont complémentaires en fait aux prestations de services et à une autre enveloppe qui reste complètement par contre pour le coup à la main des CAF qui sont donc les fonds locaux. Je vous montrerai tout à l'heure comment on a pu les solliciter nous sur l'accompagnement notamment de Grand Cognac. Voilà. Et du coup, en fait, ces fonds publics et territoires, ils servent à deux choses. À la fois, ils sont suffisamment ouverts et adaptables pour accompagner effectivement de façon un peu sur mesure les projets de territoire. Et en même temps, ils sont vraiment là pour du coup actionner de façon le plus fort possible, en tout cas vraiment les axes qui sont inscrits du coup à notre convention d'objectifs et de gestion. Donc, ils sont organisés par axes. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante si vous le voulez bien.
Merci beaucoup. Donc, ils sont au nombre de 7. Vous avez eu du coup la présentation tout à l'heure de la façon générale dont ça fonctionne. On peut aller jusqu'à un cofinancement à 80% avec un plancher de demande placé à 1 500 euros. Voilà, donc moi je vous parlerai peut-être, je vais juste mettre l'accent globalement sur trois fonds en particulier, mais je voulais aussi repréciser tout de suite, comme je disais tout à l'heure, ils sont vraiment faits pour s'adapter le plus possible à ce que sont les préoccupations en fait des territoires. Et autant vous dire que du coup, ces fonds publics et territoires sont d'autant plus mobilisables quand ils correspondent à des axes qui sont soit visés dans le cadre des CTG, donc des conventions territoriales globales, qui donnent vraiment là un accent très micro-territorial, on va dire, et du schéma départemental des services aux familles. Voilà. Donc, quand ce sont en fait des priorités territoriales, c'est d'autant plus facile, effectivement, du coup, de solliciter ces fonds. Donc, on a l'axe 1 qui concerne du coup la question de l'inclusion. Je passerai plutôt sur le volet 2, sur l'amélioration de la qualité, de l'accessibilité, de l'accueil collectif et individuel du jeune enfant. Simplement pour vous donner par exemple un détail que vous retrouverez si vous êtes accompagné par un de vos conseillers sur vos territoires. La question de l'enrichissement du coup des équipes et des projets d'accueil par exemple en matière de AJE, les coûts de prestations liés à l'adaptation du projet et à la formation des professionnels à la transition écologique ou à la santé environnementale par exemple font vraiment partie des coûts qui sont ciblés dans le texte. Donc ça veut dire que c'est plutôt très adapté à une intervention par exemple de la belle vie, en l'occurrence sur une structure. On a l'axe 3 qui concerne l'engagement et la participation des enfants et des jeunes. Et là-dessus, on a un des volets du coup de cet axe-là, qui est notamment de renforcer en fait l'accès des enfants à des initiatives à l'éveil citoyen, artistique, culturel, scientifique, mais aussi écologique. Et encore une fois, dans le texte, est parfaitement précisé que des coûts de prestataires, et on sait que la Belle Vie du coup peut aussi accompagner des démarches de labellisation d'équipes et d'équipements en matière de centres de loisirs, par exemple, et ben, ça fait partie des projets qui sont parfaitement adaptés du coup à ce fonds-là. Et enfin, sur l'axe 6, l'appui à des démarches innovantes, c'est également précisé parfaitement dans le texte. Vous avez les projets qui permettent de favoriser la prise en compte de la dimension écologique au sein des actions en fait partie. Donc voilà, simplement pour vous illustrer ce que je disais tout à l'heure, la question de la transition écologique est vraiment un axe fort qui a été réaffirmé dans la COG 2023-2027 et on retrouve la déclinaison dans l'ensemble des fonds qui sont les nôtres, qu'il s'agisse des grands fonds d'investissement comme vous l'avez vu tout à l'heure ou des fonds publics et territoires. Je le reprécise, mais Julie l'a suffisamment dit. Il y a beau, c'est-à-dire ça a beau être des fonds nationaux, il n'empêche que toute demande de subvention reste à la discrétion des conseils d'administration des CAF, voilà, et que je vous conseille vraiment d'être accompagné dès le début de votre projet. Ça permet tout simplement aussi de beaucoup mieux vous guider, peut-être aussi, ou de vous donner pas mal de conseils dès le début de votre projet, et puis de l'accompagner le mieux possible de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de financement et votre demande de financement. Voilà. On peut passer, si vous le voulez bien, à la slide suivante. Je vous propose de vous exposer un petit peu la façon dont on a travaillé, nous, en Charente, avec la Belle Vie. On a eu le plaisir de contacter et de rencontrer l'association à l'époque où elle s'appelait encore Écolo Crèche. Au moment, ceux qui sont gestionnaires de crèches et qui sont présents cet après-midi s'en souviennent encore, au moment de la nouvelle lettre circulaire PSU et qui, du coup, amenait un certain nombre d'obligations nouvelles dans les équipements. Et en fait, on s'est fait appuyer, du coup, par l'association pour peut-être accompagner, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit, des initiatives qui auraient pu naître, du coup, dans les crèches concernant notamment l'investissement dans des couches lavables. Voilà. Et à partir, en fait, de cette action-là, on a voulu présenter plus largement l'accompagnement qui était proposé par l'association, donc sur une réunion départementale.
Ensuite, on a eu, en fait, chaque conseiller territorial, du coup, a accompagné les équipements de ces territoires sur le département de la Charente. On a eu des présentations, je le disais, à un niveau départemental. Puis après, je ne vais rien apprendre à ceux qui sont là cet après-midi, encore une fois, avec nous. On a eu quand même un contexte législatif qui a beaucoup bousculé les choses, et notamment l'aboutissement de projets avec la loi NOTRe, avec la fusion des communautés de communes, etc. Donc, certains projets qui étaient peut-être déjà en cours ont été un petit peu reportés. Bref, à partir de cette nouvelle agglomération de Grand Cognac que j'accompagne depuis 2021, on a pu aboutir, la collectivité a abouti du coup à un projet global de labellisation et a donc pris contact avec Label Vie pour labelliser l'ensemble de ces 9 crèches sur le territoire et les 4 relais petite enfance également, c'est-à-dire que la conception de la collectivité à ce moment-là, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble en fait des modes d'accueil existants sur le territoire et de proposer aussi un accompagnement d'un échantillon nage, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais d'assistants maternels sur le territoire au nombre de 10, si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc vous le voyez, 2022, au moment où la collectivité dépose sa demande de subvention, et puis que nous avons accompagné dès le départ, c'est avant la coche de 2023, voilà, et où on n'avait pas la possibilité d'actionner les mêmes leviers que ceux qu'on vient de vous présenter. Donc à l'époque, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé en fait nos fonds locaux, puisque vous avez compris que la question de l'accompagnement, de la labellisation des structures, ça faisait un moment que nous travaillions dessus. Alors nous, les équipes de territoire, mais aussi notre conseil d'administration. Et donc on a accompagné la collectivité de Grand Cognac à hauteur de 40% en fait de sa demande de subvention sur des fonds locaux. Simplement vous dire que en général, on accompagne les projets sur nos fonds locaux plutôt à une hauteur de 30%, grosso modo. C'est ce que prévoit notre règlement d'action sociale. Mais pour marquer notre attachement au projet dans lequel s'engageait l'agglomération de Grand Cognac, on a voulu marquer le coup en passant plutôt à un taux de cofinancement à 40%. Dans ce même temps, donc je vous le disais, là, on a pu solliciter nos fonds locaux. Dans le même temps, la collectivité nous dépose d'autres demandes de subventions qui sont de l'investissement en couches lavables, évidemment. Donc, on a pu solliciter, en tout cas, on a actionné nos fonds locaux, notre enveloppe de fonds locaux, et on avait dans le même temps un projet, le premier projet d'aménagement d'une cour oasis vous savez, qui est sur le modèle de la ville de Paris, des cours oasis dans les écoles. Là, c'était la même idée, des bénotisés. Ouais, alors moi non plus, je ne vais pas y arriver. Bref, vous avez compris, reverdir du coup les extérieurs, etc. Et là, par contre, on a pu à l'époque mobiliser un fonds public et territoire. Donc, vous voyez, pour une collectivité qui s'engage dans un projet plus global, parce que généralement, en fait, la labellisation, en tout cas, elle peut arriver dans aussi un engagement de projet de façon plus globale et plus structurelle, en fait, dans un service petite enfance. On a pu actionner différents fonds pour accompagner notre partenaire et sa volonté, en tout cas, d'aller sur de la transition écologique. Voilà ce que je pouvais dire sur l'expérience de la Charente. D'un mot aussi, quand même, vous dire que cette expérience nous a permis, au moment de la rénovation de notre règlement intérieur d'action sociale en 2024, aujourd'hui, notre règlement donc prévoit et fait un focus en fait sur les démarches de labellisation des structures de la petite enfance en matière de transition écologique. Et donc en Charente, on prévoit d'accompagner nos partenaires à hauteur de 80% aujourd'hui, du coup, des frais engagés dans ce type de projet-là. Voilà. Donc, ce type d'expérience de territoire peut aussi faire bouger ou en tout cas aller chercher de nouvelles ambitions au sein des conseils d'administration et qu'ils peuvent réaffirmer dans les règlements d'action sociale. La CAF de la Charente n'est pas la seule. Donc, rentrez en contact avec vos CAF. Je suis sûre que vous découvrirez aussi des engagements particuliers sur vos territoires. Simplement, peut-être d'un petit mot, vous donner on peut sur la dernière slide, pardon. Simplement vous dire d'un petit mot que j'ai eu le plaisir de travailler sur un groupe récent au niveau national qui a engagé 5 CAF et un certain nombre, 6 ou 7
gestionnaire d'équipements sur la question de la transition écologique et que la Caisse nationale s'apprête là très bientôt, alors c'est avant l'été ou en cours, mais c'est très bientôt, on va pouvoir avoir et diffuser auprès de nos partenaires des outils d'accompagnement spécifiques à la transition écologique. Donc je vous le redis, la question vraiment de l'accompagnement à la fois de nos partenaires et puis en interne du coup des CAF, la question de l'accompagnement de la transition écologique est un axe extrêmement important voilà, que vous pouvez constater dans l'ensemble de nos champs d'action. Voilà. Merci beaucoup, Blandine. Avec plaisir. C'était très clair et n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou à la fin de la présentation, on pourra vous répondre. Julie, je te repasse la main pour décrypter les OPCO. Ouais, merci. Donc en effet, on va parler des dispositifs, notamment que mettent en place les OPCO. Et je t'invite à passer à la slide suivante. Pour, pour le plan là, que je vous propose, c'est d'abord de parler des aides au financement, hein, des formations qui existent de la part des OPCO, donc notamment en lien avec les plans de compétences principalement, et de vous parler de deux fonds aussi, un fonds social européen plus et le fonds national de l'emploi qui, à date, par contre, à l'heure à laquelle on se parle, ne sont pas ouverts, mais il y a des perspectives peut-être qui pourraient arriver. Donc, je vais quand même vous en parler un petit peu, et puis après, on aura le témoignage de Bénédicte pour compléter ce que j'ai mentionné et témoigner notamment de l'accompagnement d'Uniformation. Julie, peut-être si tu peux préciser, il y a des questions dans le chat sur que signifie OPCO. Donc Ah peut-être oui. préciser que ce sont les structures privées qui y ont accès. Ouais, bah merci pour la transition, c'est sur la slide qui suit. Donc, on va pouvoir répondre à votre question. Donc, les OPCO, ce sont des opérateurs de compétences. Et en France, ils sont au nombre de 11. Les OPCO, finalement, regroupent notamment les plus de 300 branches professionnelles qu'il existe en France. Pour la petite enfance, il va y avoir, par exemple, la branche service à la personne. C'est une branche qui peut y avoir, et peut y avoir d'autres branches. Et les branches sont rattachées à différentes OPCO. Et dans la petite enfance, en général, les OPCO, peut-être que Bénédicte pourra mieux en parler que moi, mais les OPCO qui ressortent le plus sont l'OPCO EP, l'OPCO Uniformation et l'OPCO Santé. Donc, c'est 3 OPCO sur les 11. Il peut y en avoir d'autres, hein, si vous êtes rattaché à un autre acteur et donc à une autre branche, vous pouvez avoir un autre OPCO. Et le rôle des OPCO, bon, ils ont de nombreuses missions, mais notamment une des missions, c'est vraiment l'accès aux salariés des entreprises à la formation professionnelle, notamment au regard des différentes mutations économiques et techniques de chaque secteur d'activité. Et donc, les OPCO s'adressent aux entreprises privées à but lucratif et aux associations. Et elles financent, en tout cas ce dont je vais vous parler là aujourd'hui, ce sont les actions plutôt de formation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chiffres parce que là, il y a plusieurs OPCO et donc il y a différentes modalités, mais cependant, il y a quand même des critères qui ressortent, hein, selon les aides. Ça peut être selon la branche professionnelle, bien sûr, à laquelle vous êtes rattaché. Ça peut être selon la taille de votre entreprise, hein, entreprise de moins de 49 salariés, entreprise de moins de 11, entre 11 à tant de... Voilà, il y a des paliers. Et ensuite, les entreprises de plus de 50 salariés, où là, il y a d'autres conventions et conventionnements. Et puis aussi, il peut y avoir des critères un peu selon les thématiques. Par exemple, on observe que pour l'OPCO-EP, le taux horaire de plafonnement en fait est un petit peu plus élevé si vous déposez une demande en lien avec la transition écologique que pour une demande sur une autre thématique. Et pour l'OPCO Uniformation, mais c'est pareil, Bénédicte là pourra vraiment mieux en parler. Il y a même là un financement dédié vraiment à la transition écologique. Et ensuite, pour les modalités, c'est un fonctionnement en général par taux horaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un plafond qui est pris en charge par taux horaire et un plafond aussi annuel par structure en fonction souvent des critères que j'ai mentionnés juste au-dessus. Et ce sont des fonds qui sont modulables, mobilisables vraiment sur une année calendaire. Donc là, on est en 2025, vous pouvez demander à l'OPCO des aides sur l'année 2025 et pas encore sur 2026, ce sera ouvert en janvier 2026.
Voici là pour vraiment Et, les fonds OPCO. et on vous en parle aussi, je précise, puisque en fait, chez Label Vie, nous sommes certifiés Calliope, et ce qui permet notamment la prise en charge en fait de nos formations par les OPCO. Il y a besoin de cette certification, donc nos formations étant certifiées, vous pouvez faire des demandes de prise en charge. Tout à fait. Et pour répondre à votre question mode, non, ce ne sont pas des aides qui sont ouvertes pour la fonction publique. Elles s'adressent uniquement aux entreprises privées lucratives et associations. Bénédicte, je ne sais pas si vous voulez confirmer. Oui, oui, nous, les OPCO, effectivement, on accompagne les entreprises et les associations. Pour ce qui est de la fonction publique, il n'y a pas un équivalent en termes d'opérateurs qui accompagneraient, mais vous avez potentiellement le CNFPT qui peut proposer des formations, mais pas, enfin voilà, ils ont des catalogues. Après, ça a peut-être changé parce que j'ai pas non plus des contacts réguliers avec le CNFPT, mais ils pouvaient à une époque accompagner des projets et avoir des parcours de formation qu'ils adaptaient en fonction de leurs demandes et de leur public. Mais effectivement, la fonction publique, c'est à part. Nous, on est vraiment que sur les employeurs du secteur privé. Merci. Et donc, je vous propose qu'on parle d'autres fonds. Alors, ce fonds-là, je vous en parle, mais à date, il n'y a pas de financement possible à demander. Il est en cours de stabilisation, là, notamment avec l'OPCO EP. Mais c'est un fonds européen, en fait, qui peut être mobilisé en cofinancement par des OPCO. Et notamment, il y a des discussions en ce moment avec l'OPCO EP. Hein, je vous ai mis le lien sur leur site internet. Mais c'est pas validé. Cependant, ça peut arriver un petit peu du jour au lendemain. Donc voilà, je vous en parle pour se préparer s'il arrive parce que il n'y a pas de critères de taille de l'entreprise. C'est des formations, par contre, c'est un financement sur minimum 14 heures de formation, mais il y a des thématiques ciblées, dont la thématique de la transition écologique et du développement durable, la thématique des compétences relationnelles, management, RH. La santé et le bien-être au travail, d'autres thématiques aussi, vous pourrez consulter le lien. On peut être jusqu'à un financement jusqu'à 100% pour les entreprises de moins de 50 salariés, parce qu'il peut y avoir un cofinancement FSE+, et OPCO-EP, et jusqu'à 50% d'éco-éligibles par le FSE pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc voilà, un beau fonds qui est en cours là de validation. On croise les doigts pour vous. Et toujours là, par contre, ce fonds-là, hein, redistribué, géré par les OPCO, et donc s'adresse aux entreprises et aux associations. Et à l'OPCO qui a validé et cofinancé ce fonds. Et donc l'autre fonds qui peut... merci Alison, désolée, je reviens en arrière à chaque fois. On passe au Fonds national de l'emploi. L'autre fonds dont je voulais vous parler, c'est le Fonds national de l'emploi. C'est un fonds qui existe et qui est mis en place depuis quelques années par l'État pour accompagner face aux grandes mutations et notamment face à la transition écologique et au développement durable ces 2 dernières années. L'an dernier, il a aussi pu aider la petite enfance. Là, c'est un fonds qui s'adresse aussi aux actions de formation, aux entreprises, associations. En général, on a l'information au mois de juillet 2020 de chaque année. Donc là, on devrait avoir l'information en juillet 2025. Je laisserai aussi voilà, Bénédicte compléter là-dessus si elle a des informations. Et là, normalement, quand le FNE vient en place, chaque OPCO peut s'en saisir. Donc, ça pourrait être l'OPCO-P, une formation santé ou une autre. Il peut y avoir des critères selon la taille de l'entreprise. Il y a aussi des critères qui peuvent être mis en place selon l'OPCO, selon les branches. Et en moyenne, les financements sont jusqu'à 70%, voire 100% selon certaines branches professionnelles. Lui, il est mobilisable sur 12 mois filants, c'est-à-dire que, imaginons que le fonds soit demandé au mois de août 2025, vous pouvez demander le financement jusqu'à des actions qui vont être réalisées en fin juillet 2026, sur 12 mois, avec une date limite souvent qui est à novembre de l'année d'après, par exemple. Voilà. Donc, il n'est pas encore en cours. On vous tiendra au courant s'il est mis en place. Et je vous propose, Bénédicte, de prendre la parole.
Oui, merci. Alors, c'est pour ça que j'avais juste envoyé moi une slide parce qu'effectivement, en fonction de l'OPCO, on n'a pas les mêmes interventions. Après, notre rôle aux opérateurs de compétences, c'est effectivement d'accompagner les employeurs sur leurs questions de financement de la formation, des choix de formation, des projets, de l'alternance, et puis également accompagner les branches professionnelles. Ça fait un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. Les branches professionnelles, elles vont désigner des OPCO dans leurs conventions collectives et potentiellement prévoir aussi des contributions conventionnelles. L'État cherche depuis quelques années à ce que les employeurs se regroupent, soit sous des conventions collectives, soit sous un secteur d'activité qui leur ressemble. Et c'est pour ça qu'on a des secteurs qui peuvent être pourtant sur la même activité et pourtant qui seront sur deux conventions collectives différentes, comme les crèches, puisque depuis le 1er janvier 2025, les crèches privées doivent se rapprocher de la branche des services à la personne et les crèches associatives restent auprès d'Uniformation sur la convention collective à l'ISFA. Donc, on a après des spécificités qui vont changer d'un OPCO à l'autre en fonction de tous ces critères-là. Donc, forcément, c'était compliqué de vous mettre des documents avec des chiffres et des prises en charge, puisqu'on a vraiment une approche qui est complètement différente. Mais sur le principe, on a la même activité et le même rôle. Ce qui est important à savoir, quel que soit l'OPCO, c'est qu'effectivement, quand vous avez des projets de formation, il faut nous contacter, nous prévenir, avoir le programme de formation dans l'idéal et le devis pour que derrière, on puisse vous dire, selon les critères, selon la période de l'année où vous nous contactez, si on a des dispositifs qui diffèrent. Certes, on a des critères qui sont définis à l'année parce que les branches nous donnent des indications et qu'on les applique, mais après, il peut y avoir des choses qui bougent en cours d'année. On a parlé du FSE et du FNE. Le FSE, à mon niveau, je n'ai pas encore d'informations si on a un espoir d'avoir nous aussi une enveloppe sur le FSE et le FNE, c'est pareil. On est dans une période où l'État prend son temps aussi pour nous donner des indications et de fait, on n'a pas de visibilité si ce fonds-là va être à nouveau actif en 2025. Nous, on aimerait bien, puisque ça nous a permis l'année dernière de financer énormément de projets sur la transition écologique avec des spécificités qui étaient en fonction du secteur d'activité. On a pu aller plus sur la transition écologique ou l'accompagnement des formations sur la petite enfance et pas forcément que écologique. Donc, c'était assez intéressant parce que ça nous permettait d'avoir des fonds complémentaires et un accompagnement beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu faire avec juste les fonds de l'OPCO et des contributions conventionnelles. Donc, on va espérer que ça bouge. Après, vous parliez tout à l'heure des financements qui pouvaient être complétés. Sur le FNE, effectivement, les branches peuvent faire le choix d'apporter une partie de leur contribution conventionnelle pour qu'il n'y ait pas de restant à charge ou en tout cas qu'il y ait une majorité des frais qui soient pris en compte, que ce soit le coût pédagogique ou des éventuels frais de repas, de déplacement. Donc c'est vrai que tous ces points-là, comme on est dans l'attente des réponses de l'État, pourront se débloquer peut-être en juillet voilà, si les choses bougent ou peut-être pas si la décision n'aboutit pas au niveau de l'État, mais en tout cas, c'est ce qui est important à retenir dans la relation avec l'OPCO et avec vos conseillers, c'est d'être régulièrement informé et donc de nous appeler, de garder le lien, que ce soit un rendez-vous, un appel téléphonique, peu importe, mais voilà qu'on puisse vous dire, ben voilà, il y a ce nouveau projet, vous aviez dans l'idée d'aller sur tel et tel dispositif, on peut avoir quelque chose de peut-être plus intéressant et à ce moment-là, on peut accompagner. Au niveau d'uniformation, on a simplifié les choses, c'est-à-dire que la demande, elle se fait sous un format unique et derrière, c'est nous, quand on reçoit le programme et le dossier, qu'on flèche sur les dispositifs pour faciliter la prise en charge et qu'il n'y ait pas, on va dire, d'impact au niveau de l'employeur de se dire, mince, j'ai peut-être raté le dispositif, je ne suis pas allé sur le bon. Et de fait, derrière, on va peut-être demander des pièces complémentaires selon les financements et ce que l'État nous demande potentiellement comme document complémentaire.
Par rapport au dispositif, effectivement, vous voyez, on finance plein de choses sur la partie légale et le conventionnel peut avoir des particularités. Nous, au niveau d'Uniformation pour 2025, mais déjà l'année dernière et l'année d'avant, on a mis en avant la transition écologique. Donc, on a un fonds spécifique qui permet de financer les actions de formation. Alors, on a des sous-thèmes dans la transition écologique parce que c'est large et les projets comme les formations avec la belle vie rentrent dans ces financements. Donc, comme je vous disais, un dossier simple et derrière, on flèche sur le bon dispositif par rapport aux prises en charge. Si je peux déjà basculer sur les relations et les projets qu'il y a pu avoir au niveau d'Uniformation. Alors moi, à une autre époque, j'intervenais également sur le département des Vosges et c'est sur cette période-là où j'ai pu accompagner des crèches sur, alors effectivement, Écolo Crèche à l'époque, qui avait mis en place ces actions-là et qui finançait énormément de choses pour former les salariés et avoir cette transition dans la crèche pour arriver à ce label. Donc, ça remonte à quelques années, mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les parcours de formation et l'implication de certaines structures dans ce projet. Et plus récemment, et c'est à cette occasion-là que j'ai pu échanger avec Julie, j'ai des périscolaires qui sont allés sur cette démarche-là en formant les équipes et les encadrements sur les formations La Belle Vie. Donc j'en ai plusieurs et dans les deux dernières structures où les projets se sont mis en place, leur idée, c'était vraiment de pouvoir avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de réfléchir effectivement au bien-être du public accueilli, mais aussi aux professionnels au quotidien dans leur métier. Et leur positionnement, c'était de se dire, on est périscolaire, crèche, centre de loisirs, on propose un cadre où il y a des activités avec des jeunes. Si on leur donne déjà à ce moment-là une éducation à l'environnement, à l'écologie, et ben on anticipe sur le futur. Et on est une structure en dehors de l'école et des parents qui véhiculent aussi un message pour les futures générations. Et c'est important pour eux d'avoir cette pratique-là dans ces structures et que s'ils arrivent à transmettre cette sensibilisation et cette sensibilité à l'environnement, ils considèrent qu'ils ont déjà fait une belle étape dans l'accompagnement de ces enfants. Et aussi parce que c'était, on va dire, l'ADN de la structure d'aller sur le projet d'un accueil plus écologique et plus respectueux, que ce soit effectivement pour les professionnels et pour les enfants qu'ils accueillent. Voilà, Merci beaucoup, Bénédicte. Et j'en profite aussi pour préciser un super projet qu'on a fait avec Uniformation Guadeloupe et Martinique, où en fait on est allé former sur place près d'une trentaine de professionnels de crèche, sous l'impulsion du coup d'Uniformation Guadeloupe-Martinique, qui souhaitait vraiment former le territoire sur justement cette transition écologique et sociale. Et donc on est venu à deux formatrices pendant une semaine à former tout le monde, et ça a été vraiment un projet 100% financé par une formation dans l'idée aussi de lancer une impulsion sur le territoire. Et donc, on est en train petit à petit aussi de commencer à monter des projets avec de labellisation, cette fois-ci pas que de formation, avec les structures de ces départements. Donc, voilà, ça permet vraiment d'avoir un super essaimage et d'aller aussi sur des territoires où c'est pas forcément facile d'accès, mais du coup, ça permet vraiment d'inclure tout le monde. Voilà. oui, puis si en plus, sur ces territoire, il n'y a pas forcément non plus l'offre de formation. Donc, ils sont aussi amenés à faire, on va dire, bouger les organismes de formation. Après, ça permet aussi de voir, oui, effectivement, un autre fonctionnement au niveau d'uniformation, puisque là, c'était à l'origine sûrement la délégation qui a fait la demande. Mais effectivement, sur chaque département, sur chaque territoire, on peut avoir des opportunités, des partenariats. Donc, c'est ce que je disais au départ, vraiment important de nous contacter régulièrement pour voir si, il n'y a pas des choses qui ont bougé ou des choses qui peuvent répondre à votre besoin au moment où vous initiez le projet.
Merci beaucoup, Bénédicte. Julie, je te redonne la main pour présenter les derniers financements. Il nous reste un petit quart d'heure. Ouais. Donc on va parler on va en tout cas parler de ces 5 financements un petit peu dans le détail. La mutualité sociale agricole, le fonds Leader, l'ADEME, l'AGFIS et le compte professionnel de formation. Et on va commencer par la MSA. Là, mais ça, c'est la mutualité sociale agricole qui, finalement, dans sa structuration, a un peu le même fonctionnement que la sécurité sociale, hein. Et là, je vais vous parler notamment du fonds Grandir en milieu rural, qui est notamment un fonds qui peut aider sur la petite enfance, hein, et l'enfance. Il peut aider à la fois sur de la création, de l'extension, de la rénovation et de l'adaptation de services, hein, avec de la formation, et peut s'adresser finalement aux EHJE de prestations de services uniques, au relais petite enfance et au centre de loisirs. On est vraiment dans un accompagnement de territoire rural. Donc en fait, là, la sélection des projets, elle va vraiment se faire selon différents critères, comme par exemple le taux de densité démographique, le taux de ressortissants de la MSA dans le département, du territoire, le taux de pauvreté du territoire. Et donc, là, il faut vraiment voilà, que vous puissiez contacter votre département et les subventions peuvent être plafonnées jusqu'à 80% ou même 90% pour les associations. Je vois qu'il y a une question, quelles sont les possibilités de financement pour les structures publiques, mis à part les subventions des CAF? Vous avez notamment la MSA et je vais aussi vous en partager d'autres à venir. Donc là, juste pour terminer sur la mutualité sociale agricole, euh, pour faire la demande, il faut vraiment contacter la structure, la MSA de votre département. Ça peut être une sollicitation vraiment sur demande ou par appel à projet, un petit peu aussi comme les fonctionnements de la CAF. Et donc, ça s'adresse aux structures, voilà, notamment publiques, associations. Ça peut aussi s'adresser à des entreprises du secteur lucratif, mais plutôt pour les structures de prestation de services uniques, du coup. Et on peut passer au programme Leader. Notamment, le programme Leader va s'adresser là à toutes les typologies, hein, d'acteurs, donc structures publiques, associations, entrepreneurs, organismes associés ensemble. Alors, le programme Leader qui est assez peu connu, il me semble, c'est un programme qui est financé par le FEDER, qui est un Fonds européen agricole et de développement de l'espace rural, hein. Donc, c'est un fonds qui s'adresse aux territoires ruraux, hein, pour aider à l'accompagnement de la mise en place de stratégies de développement qui vont notamment porter sur des thématiques globales telles que le développement durable, la transition énergétique, l'économie locale, la culture, le tourisme. Dans la pratique, en fait, ce sont des acteurs privés publics qui vont se regrouper au sein de groupes d'action locale qu'on va appeler GAL, et ensuite qui vont pouvoir faire bénéficier les porteurs de projets de l'enveloppe du fonds FEDER, hein, qu'on voit apparaître pour notamment cofinancer des projets. Donc, ces GAL, ces groupes d'action locale, ils vont définir finalement des orientations locales. Donc, il peut y avoir des groupes territoriaux GAL qui vont définir certaines orientations et d'autres orientations. Il y a de nombreux GAL sur le territoire, on les compte en dizaines, voire même peut-être qu'ils atteignent 100, plus de 100 GAL. À peu près un GAL, c'est à peu près un territoire de la taille d'une communauté de communes, mais il y en a des plus petits et des plus larges. On vous donnera, en tout cas je l'ai mis là dans la présentation, mais on vous le donnera aussi dans la fiche financement, un lien pour consulter la liste des GAL. Donc en fait là, si vous avez un projet, ce qu'on vous invite à faire, c'est consulter la liste des GAL, contacter votre GAL, voir s'il y a une thématique qui rentre et voir si ils peuvent vous aider en cofinancement sur votre projet. Donc il peut vraiment y avoir différentes typologies de projets, hein. J'ai mis en haut création, rénovation, formation. Il faut vraiment leur parler de votre projet et s'ils rentrent dans la transition écologique et sociale, ça peut être un des axes qui couvrent, comme d'autres axes. Ensuite, il y a l'ADEME.
Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, hein, que vous connaissez probablement. Alors, l'ADEME, ils peuvent aider, hein, des territoires sur des gros projets de financement en lien avec la transition écologique. Il peut y avoir différents appels à projets ponctuels, donc ils peuvent potentiellement aider sur la création et la rénovation. Après, je ne l'ai pas forcément mis en avant sur cette slide parce que je vais vous parler de l'aide aux actions ponctuelles liées à la transition écologique qui est actuellement en cours et qui s'adresse à la fois aux collectivités, EPCI, donc structures publiques et entreprises, associations pour accompagner sur le financement d'actions d'animation, de communication, de formation, d'études, de conseils. Donc, c'est un fonds qui existe en ce moment. Il peut y avoir jusqu'à 70% de financement sur le type d'action. Il faut que l'action, quand même, elle puisse rentrer dans des domaines d'intervention de l'ADEME, comme par exemple l'alimentation durable, l'économie circulaire, la rénovation énergétique, le changement climatique, donc vraiment en lien avec la transition écologique et sociale. Et après, l'ADEME, c'est une gestion régionale. Et donc, en fait, pour savoir si votre projet est éligible, il faut que vous puissiez contacter l'ADEME de votre région. Vous avez aussi le lien du financement. Je propose qu'on passe à l'AGFIS. L'AGFIS, c'est le fonds d'assurance formation du commerce, de l'industrie et des services. L'AGFIS, c'est un fonds qui permet de financer des formations pour les dirigeants et conjoints collaborateurs, notamment des dirigeants associés, pour du coup les dirigeants d'entreprise et leurs collaborateurs associés. C'est pour financer vraiment des actions de formation, comme c'est indiqué. Finalement, en termes de fonctionnement, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un OPCO, hein. Enfin, vraiment, je sais pas. Mais voilà, c'est un financement avec un plafond annuel pour la personne entre 500 et 3000 euros. Il y a des différences. On vous invitera à consulter le site. C'est un financement par heure de formation. Je vous ai mis des montants ici. Il y a des critères, hein, qui peuvent être mis en place. En tout cas, nous, on a accompagné de nombreux entrepreneurs, notamment des gestionnaires, par exemple, de micro-crèches qui avaient envie de se former et qui ont fait appel à la GFIS. La GFIS, c'est comme les OPCO, un financement départemental. Donc, vous avez les liens pour les contacter. Et enfin, le dernier financement dont on voulait vous parler, parce que là, il s'adresse à tous et toutes, c'est le compte professionnel de formation, qui est un compte personnel, hein, avec un financement individuel des formations. Les droits, ils sont acquis par les salariés. Alors, j'ai dit à tous et toutes, mais en fait, non, par les salariés du privé, hein, qui acquièrent ces droits tout au long de la vie active. Mais si, par exemple, vous avez travaillé dans le privé et qu'après, vous travaillez dans le public, hein, ça fonctionne, hein. Vous avez acquis des montants quand vous étiez dans le privé. On peut acquérir jusqu'à 500 euros par année et le maximum qu'il peut y avoir sur un CPF, c'est 5000 euros. Et en fait, vous pouvez mobiliser le CPF pour faire des actions de formation qui sont référencées sur le compte professionnel de formation. Donc là, il faut vraiment que vous alliez sur le CPF pour voir les actions de formation qui peuvent être référencées. Et il y a un petit reste à charge qui est équivalent à 102 euros par formation, quel que soit le montant de la formation, que vous pouvez, que l'OPCO ou l'employeur peuvent éventuellement prendre en charge s'ils le souhaitent ou le peuvent. Voilà pour le compte professionnel de formation. Et on peut passer à la dernière slide. Juste, Julie, je Oui, me permets, pardon, le CPF, il existe également pour les agents de la fonction publique. génial. Merci pour cette information. Est-ce que vous avez plus d'éléments ou pas? Alors, je le maîtrise pas parce que c'est fonction publique et que c'est pas mon cœur de métier, mais ils ont un équivalent puisque à l'époque, ils avaient le DIF, ils ont gardé le DIF plus longtemps que les salariés du privé, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, je les invite à se renseigner parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Parfait, bah, merci beaucoup. On va aussi se renseigner, comme ça on pourra vous mettre les informations dans la fiche financement qu'on vous enverra dans une dizaine de jours.
Donc là, les autres financeurs, on ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez pour certains financeurs des informations dans la fiche financement. Bon, les régions, les départements, ils peuvent ponctuellement, hein, en lien avec des projets locaux, territoriaux ou en cofinancement, financer des projets de transition écologique, hein. Il peut y avoir aussi des appels à projets locaux ou nationaux ponctuels. Les agences régionales de santé peuvent aussi financer des projets. La Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, donc la DRETS, peut financer des projets et des formations en lien avec notamment les politiques publiques locales. Ils interviennent notamment en matière de développement de l'emploi, développement et sauvegarde des entreprises. Il y a aussi les fonds verts, notamment pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Donc, les fonds verts, ça va vraiment être des projets d'envergure sur un territoire, mais ils peuvent financer en complément des projets d'ingénierie. Donc, par exemple, dans un projet d'envergure de fonds verts sur un territoire, vous pouvez mobiliser une démarche qualité écolo-crèche pour les structures petite enfance ou d'autres formations. Le programme Acté. Le programme Acté, c'est un programme qui vient accompagner avec les fonds chaînes et notamment qui vient aider dans la rénovation, par exemple, pour faire un audit énergétique. Alors attention, ils accompagnent avant même que les projets soient commencés. Donc il faut voilà, les solliciter suffisamment tôt. Ensuite, on a la Banque des territoires qui peut faciliter la rénovation énergétique des bâtiments éducatifs, notamment avec des financements d'études et aussi des prêts. Et puis, l'ANF, c'est l'Association nationale pour la formation permanente du professionnel hospitalier. Et donc là, c'est un acteur qui peut financer des formations certifiées Calliope, hein. Donc, par exemple, nos formations sont certifiées Calliope pour accompagner les établissements hospitaliers, notamment. Si vous avez aussi d'autres fonds que vous avez pu mobiliser dans la transition écologique et sociale, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. On pourra se renseigner, échanger avec vous et les ajouter à la fiche formation. Et on a terminé. Je te redonne la parole, Alison. Merci Julie. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Et comme il a été dit, donc on vous a préparé une fiche financement avec le détail en fait et le lien vers chacune des modalités qui a été présentée aujourd'hui. Donc elle vous sera envoyée dans quelques jours et nous vous enverrons tout de suite après, en tout cas dans les prochains jours, aussi ce diaporama et le replay de cette présentation. On voulait aussi vous remettre certains éléments dont on vous a parlé. Donc, nos prochains webinaires, on a un webinaire avec Idealco sur l'attractivité en EAGE, en améliorant la qualité de vie au travail. Donc, on sera intervenant lors de ce webinaire. On organise aussi, j'ai un grand écran, bon, je crois que j'ai un grand écran blanc, mais bon, c'est pas grave. Le 5 juin, les rencontres écologie et petite enfance. Donc, c'est une rencontre annuelle qu'on organise avec les pros de la petite enfance où il y a des tables rondes où on va parler d'alimentation durable, de lien de l'enfant avec la nature. Et donc, je vais vous envoyer tout de suite les liens vers cet événement. Et on organise aussi régulièrement en fait, des webinaires découvertes de notre démarche. Donc, c'est 1 heure pour vous présenter voilà, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait chez La Belle Vie, et puis pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Je vous propose aussi, si vous avez envie qu'on travaille un projet ensemble ou vous avez besoin de plus d'informations, on peut aussi tout à fait prévoir un rendez-vous avec vous, Julie et moi. Donc, Julie s'occupe plutôt du territoire sud-est et moi du territoire sud-est et Julie sud-ouest, pardon. Donc, je mets nos contacts ici et on pourra aussi vous orienter si vous êtes sur le nord de la France vers nos collègues qui ne sont pas dans ce webinaire. Donc, je vous partage dans le chat nos nos adresses mail et puis aussi les liens d'inscription vers les événements dont je vous ai parlé il y a un instant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire aussi dans le chat, hein, éventuellement, on peut aussi les lire et y répondre à l'oral ou à l'écrit. Et le centre de la France. Alors, le centre de la France, c'est bien partagé du coup entre Julie, moi et nos collègues du nord de la France. Mais n'hésitez pas à écrire sinon à contact@labellevie.org et la personne dédiée à votre territoire vous contactera. Voilà, en tout cas, on a été ravis d'organiser ce webinaire avec Julie et avec Bénédicte et Blandine. Voilà, on espère que ça a pu vous éclairer un peu sur les différents financements, sachant que, comme je vous le disais au début, nous, notre rôle avec Julie en tant que responsable territorial, c'est aussi de vous orienter en fait en fonction de votre projet, vers les bons financements. Donc voilà, on ne vous laisse pas tout seul. C'est aussi notre rôle de vous accompagner et de vous aider dans cette recherche et dans le montage de dossiers.
Et j'ai une question de Laurence qui dit que le code qui a été transmis pour le webinaire Idealco ne fonctionne pas. Euh, Et Laurent, il fonctionne. Alors normalement, il est censé fonctionner. Le code, je vous l'ai remis. Il me semble que c'est Label Vie 2025. Attendez, je vérifie. Oui, parce que Idealco, en effet, c'est un prestataire payant. Mais du coup, on a organisé ce webinaire justement avec un code pour que vous puissiez y accéder gratuitement. Et je crois que c'est ça, Julie, ça te dit quelque chose? Je crois que c'est Label Vie 2025. Ouais, il me semble, mais ce qu'on peut faire, Laurence, c'est qu'on vous recontacte pour, Hmm, pour être vérifier. sûr que vous puissiez y accéder. Oui, on vous inscrira sinon. Hmm. Voilà, n'hésitez pas s'il y a quelques dernières questions. Et puis sinon, je vous souhaite à tous et toutes une belle journée. On va vous envoyer tous les éléments, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit du coup à très bientôt. Et est-ce qu'on peut partager ces webinaires à vos partenaires? Bien sûr. Nos webinaires sont ouverts à toutes et tous. Donc n'hésitez pas à les partager à toute personne qui serait susceptible d'être intéressée par la démarche ou par les labels. Voilà, merci à tous. Merci. Bon La balle est dans après-midi. votre camp, comme dirait Dora, bien sûr. C'est ça.